Donc bonjour à tous. Nous on va poursuivre notre second cours. Ça va commencer bien sûr par finir un peu ce que l'on avait fait sur les batteries tout solides, vous donner un autre aspect de ces batteries tout solides pour conclure, notamment au niveau de l'électrode de lithium, et ensuite on passera sur les technologies à flux circulant, qu'on appelle plus communément les technologies redox flow. Et là je vous montrerai quelles sont les évolutions qui se sont passées ces dernières années, et adresserai la question si finalement ces évolutions sont suffisantes pour le stockage de masse. D'où la dernière fois, on était arrivé au tout solide, dans lequel j'avais présenté ce transparent, qui était finalement un résumé de toutes les manips qui ont été faites dans ce domaine, au niveau de pile-boutons, voire d'accumulateurs réels, soit par des laboratoires, soit par Toyota, dans lequel on avait regardé finalement ou montré qu'en termes de specific energy ou specific power, eh bien, on était encore assez loin du lithium-ion. Mais cependant, je dirais, la difficulté résidait dans le fait que ces batteries ont des performances cyclage, je dirais, relativement médiocres, comme indiqué ici. Tout ça, c'est un problème dû à des difficultés au niveau du lithium, mais également des difficultés de pression lors du cyclage. Ce que je veux montrer, c'est qu'en dehors de ces difficultés, eh bien, le tout solide, là aussi, à l'encontre de ce qu'on pouvait espérer, il présente également des problèmes de dégazage. Et ici, ce que vous avez, c'est directement une batterie tout solide dans laquelle vous avez l'électrode de lithium, indium lithium, le thiosulfate comme électrolyte solide et le fameux matériau NCM622 dont maintenant vous savez tout ce que c'est. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va cycler cette batterie et on va voir directement par des mesures de spectroscopie de masse quels sont les dégagements gazeux que l'on voit. Et vous voyez que lors du cyclage, il y a tout d'abord ici un pic de très faible masse qui, dans ce cas, indique tout simplement la présence d'hydrogène qui provient certainement d'eau absorbée à la surface de l'échantillon. Par la suite, on s'aperçoit que dans ce cas, on a également un dégagement de CO2 avec, comme ici, on a pris un isotope pour détecter si le CO2 provient de la surface ou de l'élément ajouté. Et on voit également qu'on a, dans ce cas, de l'oxygène. C'est ce matériau, et à 4,5 volts, vous pouvez voir, il y a un dégagement d'oxygène qui apparaît pendant 2 ou 3 cycles. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, vous apercevez qu'il y a un épaulement, ce qui veut dire que même lorsque vous laissez votre accumulateur, je dirais, au repos, eh bien, il y a une évolution d'oxygène qui se produit. Alors tout cela, eh bien, il y a encore d'autres gaz qui se forment, notamment du SO2, qui proviennent directement de la réaction de l'oxygène avec le thiosulfate, comme indiqué ici. Par contre, ce qui est encore heureux, c'est qu'on n'a pas directement de H2S dans ces composés, comme on aurait pu y penser avec directement la présence de soufre. Donc tout cela pour vous dire que même dans le tout solide, eh bien, il faudra également faire attention aux problèmes de dégagement gazeux, la plupart du temps associés à des traitements de surface ou à des impuretés de surface lors de la fabrication de ces matériaux. Donc comme on peut le voir, le tout solide présente des difficultés. Et après une période, je dirais, d'engouement pour le renouveau de cette technologie, eh bien, les problèmes, je dirais, récurrents de la croissance dendrite à la surface du lithium, qu'on n'a pas pu résoudre en 30 ans, eh bien, se reposent. Et vous allez voir, par quelques exemples, comment la communauté adresse ces travaux, soit, je dirais, par des travaux innovants ou des répétitions de ce qui s'est fait par le passé. Et ensuite, je vous montrerai une approche qui est inorganique-organique, qui est en train de se faire, mais qui dit finalement, je dis, met à péril tout le bien que vous pouvez penser du tout solide. Alors, la problématique, bien sûr, comme vous le savez en tout ça, c'est le problème de dendrite. Et vous avez ici directement ce qu'on entend par une dendrite. Vous avez deux électrodes de lithium, et lorsque vous allez polariser, eh bien vous avez formation de cette grosse dendrite qui, comme vous pouvez voir, va pousser. Le courant va passer au travers de cette dendrite, elle va fondre la surface, ce qui fait qu'on va directement avoir, si je peux dire, une augmentation de potentiel. Et ici, vous avez là, directement, ce qui se passe. Vous voyez une dendrite qui va être en train de pousser. Ça, c'est une photo qu'on peut obtenir in situ au microscope. Et on s'aperçoit que dans ce cas, eh bien, plutôt que de percer directement le séparateur, elle va, comme si une coupe transversale, directement apparaître en surface. D'où voilà la problématique qu'on a, cette formation de dendrite, ou alors ce qu'on appelle directement ce mossi-lithium, ce lithium mousse. La question est pourquoi on a cela? On a cela pour 2 raisons.
La première, c'est que lorsqu'on va mettre du lithium dans l'électrolyte, il va y avoir une SEI qui va se former, et cette SEI ne va pas être uniforme, comme vous pouvez le voir ici. Donc, par conséquent, eh bien, le lithium va pousser, va croître, il va y avoir une nucléation dans les zones où il y aura une conductivité électronique plus importante. Et c'est ce qu'on voit ici. La deuxième raison, et qui est réellement intrinsèque à la technologie à ion lithium, provient tout simplement de ce fameux nombre de transports qu'on a déjà déterminé l'an dernier. Nombre de transports, c'est-à-dire la vitesse directement de migration de ces ions, qui sont, vous devez vous rappeler, que les ions bougent moins vite que les anions dans le cas d'un électrolyte liquide, pour la bonne et simple raison, c'est que les charges directement vont s'entourer de molécules solvants et seront très longues à bouger. D'où, dans ce cas, il y a deux situations. Si on est dans des courants faibles, comme indiqué ici, eh bien on va avoir, je dirais, une distribution de la concentration en lithium. Par contre, si on a un courant élevé, vous pouvez voir ici, on va avoir un gradient de concentration et on va avoir une zone de dépression, une zone nulle, dans laquelle on n'aura plus directement de lithium. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir la formation du dendrite qui va se former directement à la surface, je dirais, de l'électrode qui est au point, je dirais, de conduction. D'où c'est un peu, voilà, c'est ce problème qu'il faut directement qu'on arrive à combattre. Alors, pour combattre cela, eh bien, puisque vous parlez de la surface du lithium, il va falloir jouer avec la morphologie. Eh bien, c'est ce que les chercheurs ont effectué, où, là, ce que vous voyez une électrode de cuivre, dans laquelle on a tout simplement trempé ça dans une solution ammoniacale, et pour faire croître, je dirais, ces nanopiliers d'hydroxyde de cuivre. Ensuite, par une dihydration plus une réduction, on obtient, je dirais, cette plaque de cuivre avec ces nanopiliers de cuivre comme indiqué ici. Et lorsqu'on obtient cela, et si l'on fait des mesures finalement pour voir la vitesse à laquelle les dendrites vont pousser, ce sont les mesures dont je vous ai mentionnées auparavant ou la dernière fois. Vous allez construire dans ce cas des cellules symétriques, vous allez les polariser et faire directement appliquer des courants positifs ou négatifs jusqu'à ce que vous obtenez soit directement un potentiel zéro de court-circuit ou alors directement des pointes de courant comme indiqué ici. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, si je prends une surface plane, eh bien, le temps de court-circuit est beaucoup plus court que dans le cas directement de cette, je dirais, électrode qui a été fabriquée avec des nanopiliers de cuivre. La raison pour tout cela, basée sur ce que je vous ai dit, est relativement simple. En effet, si vous prenez directement une électrode plane, comme vous pouvez voir ici, eh bien, lorsque je vais faire une nucléation, je vais créer cette petite dendrite qui va servir ensuite de point de charge. Et vous voyez toutes les lignes de champ électrique qui vont directement se centraliser au bout de cette dendrite. Ça veut dire qu'en ce cas, le lithium par la suite va directement se déposer au-dessus de cette dendrite et vous allez créer, je dirais, cet arbre. En revanche, si vous utilisez une configuration 3D, vous voyez qu'en ce cas, vous avez une multitude de pointes peu espacées et si vous regardez la distribution du champ électrique, vous apercevez que finalement, vous êtes en train de moyenniser cette distribution du champ électrique. Et cela est la raison pour laquelle, eh bien, on aura, dans ce cas, un temps de court-circuit qui sera nettement plus long dans le cas de structure 3D. D'où, pour poursuivre, je dirais, dans cette thématique, dans ces idées de modifier la surface du lithium, bien, d'autres groupes ont essayé d'appliquer un dépôt à la surface du lithium, ou du moins à la surface électrode de cuivre. Et ça, c'est les travaux qui ont été effectués à Stanford par un groupe de Shui, où, dans ce cas, vous avez le cas classique de l'électrode de cuivre du lithium, et vous voyez qu'en ce cas, on va faire déposition, la SEI, vous allez avoir la dissolution, création d'une crevasse, et dans ce cas, les dendrites vont pousser. Donc l'idée sous-jacente ici, ça a été tout simplement de rajouter, je dirais, une couche de carbone hémisphérique, comme indiqué ici, qui va protéger tout simplement la SEI du lithium métallique. Et dans ce cas, eh bien, on peut, si on a une couche de carbone relativement, je dirais, dure, c'est-à-dire avec un module de Young qui est supérieur à 6 gigapascal, qui est le module de Young qui a été calculé pour, théoriquement, empêcher cette croissance dendrite, eh bien, théoriquement, on devrait pouvoir limiter cette croissance. Et c'est ce qu'ont fait ces chercheurs. Ils ont créé ces genres de structures hémosphériques dans lesquelles, durant le dépôt, eh bien, vous voyez que le lithium, la SEI va se former à la surface, et le lithium va aller directement rentrer à l'intérieur de la cavité. Ce qui veut dire que dans ce cas, eh bien,
l'autre électrode pourra respirer sans tout simplement entraîner une cassure directement de cette coquille de carbone. Vous avez une image qui vous montre cela de façon plus spectaculaire ici. Et effectivement, si on fait ces mesures, eh bien on s'aperçoit que dans ce cas, vous voyez de nouveau l'efficacité coulombique en fonction du nombre de cycles. Vous voyez que les trois, si je peux dire, lignes droites correspondent à ces matériaux traités, dans lesquels vous avez une efficacité coulombique qui est aux environs de 99 à 100%, alors dans ce cas, eh bien, dans le cas des matériaux non traités, dépendant le courant, vous apercevez que vous avez des chutes considérables en efficacité coulombique. Donc voilà, si vous voulez, des travaux qui sont faits dans ce domaine. Un autre travail qui je considère relativement astucieux et innovant est au niveau des alliages. En effet, dans ce cas, eh bien, les chercheurs ont ensemencé des particules du carbone par des particules d'or. Et vous pouvez vous demander pourquoi, quelle est finalement la raison de tout cela. Mais la raison de tout cela s'explique ici par ce graphe. Vous avez ici une électrodéposition du lithium sur un collecteur de courant en cuivre et un collecteur de courant en or. Et si vous regardez ces deux courbes, il y a une différence essentielle. C'est que vous apercevez ici ce que j'appellerais un coup de fouet, c'est-à-dire une surtension relativement élevée. Cela est l'indication d'une nucléation croissante, où, dans ce cas, eh bien, on va former un autre matériau, une autre phase. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous regardez le cas de l'or, eh bien, vous n'avez pas du tout cette surtension. Intéressant également, ces deux matériaux, le cuivre et l'or, cristallisent dans une structure cubique BCC, alors que le lithium a une structure FCC. D'où automatiquement, si vous faites un alliage, vous allez théoriquement avoir une énergie pour transformer cette structure BCC en FCC. Mais, si on regarde bien les diagrammes de phase, bien on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de vraiment particulier sur l'or, comme indiqué ici. Si vous regardez ce diagramme de phase, vous voyez qu'à 100%, c'est-à-dire une électrode qui est complètement à 100% d'or, bien vous avez ce très léger domaine de solubilité. C'est-à-dire que quelques pourcents de lithium peuvent directement s'allier ou former une miscibilité avec l'or. Eh bien ça, c'est suffisant pour directement engendrer une préférence de lithiation de ce matériau. Et ce qui est spectaculaire, une expérience qui a été faite pour démontrer cela, ces chercheurs ont fait tout simplement un support, je dirais un circuit intégré, dans lequel vous avez des lignes de cuivre et des plots d'or. Ils ont fait une électrodéposition et ils sont aperçus tout simplement que eh bien, seul l'or pouvait s'allier au lithium dans ces conditions. D'où l'idée de l'expérience a été directement de fabriquer des serres de carbone, comme indiqué ici, dans lesquelles on va tout simplement parsemer des nanoparticules d'or, et cela, bien sûr, ont été faits par des chimies de solution. Et lorsqu'on fait cela, bien, vous avez les résultats ici en termes d'efficacité coulombique de nouveau. Vous voyez directement le matériau traité à l'or, comme indiqué ici, alors que les différents cas, dans lesquels il y a seule une coquille de carbone ou un film d'aluminium, eh bien, on s'aperçoit finalement que l'efficacité coulombique est nettement meilleure dans le cas de ces matériaux qui ont été, je dirais, conçus pour avoir une efficacité coulombique. D'où ce qui est très important, et si vous regardez dans la littérature, bien peu d'éléments ont cet avantage comme l'or de pouvoir finalement s'allier au lithium sans avoir directement cette sursaturation. Toujours en jouant un peu sur cette couche de protection, des travaux aussi intéressants ont été menés par d'autres équipes. Et ici, vous avez une protection du lithium par ce que j'appellerais une réaction de conversion, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on fait réagir un chlorure de métal de transition avec du lithium pour former un alliage, qui dans ce cas est lithium-indium, plus un résidu de LiCl. Et dans ce cas, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez directement la couche de cet alliage en gris au-dessus du lithium, et le retrait et le dépôt du lithium se fait directement en dessous de cette couche. Ce qui fait que finalement, on a dans ce cas une protection avec cette couche de surface qui joue finalement le rôle d'un coussin d'air pour le dépôt et le retrait de lithium. Et on voit très bien cela ici avec tout simplement cette couche. Et là aussi, avec des mesures symétriques, bien on s'aperçoit qu'on obtient
formation de dendrites, je dirais, à des cycles relativement courts avec le lithium-métal non traité, alors que l'on obtient directement, nettement plus long, avec des métals traités. Alors ça peut vous paraître nouveau, mais ce n'est pas du tout, parce que ça avait été breveté il y a de cela une dizaine d'années par Steve Visco en Californie, où il avait préparé directement cet mélange Su3N plus lithium, réaction de conversion, pour obtenir cuivre métallique plus lithium 3N. Et je vous ai montré la dernière fois que lithium 3N était un composé ou un conducteur ionique, je dirais, excellent, puisqu'il permet d'avoir une interface thermodynamiquement stable. Donc voilà, si vous voulez, le genre de jeu que l'on peut faire. Alors tout ça, bon, c'est intéressant, mais vous voyez que bon, c'est des manips élégantes, mais d'un point de vue pratique, bien, à ce jour, on est encore incapable directement de contrôler, de maîtriser cette croissance de lithium. Alors tout récemment, dans ce domaine, un papier est apparu qui est assez intéressant, puisqu'il est en train d'ouvrir une dimension totalement différente sur, finalement, peut-être le mécanisme de croissance du lithium ou des dendrites en ces composés. Ce papier, dont je vais vous résumer ici, est relativement intéressant, dans lequel les chercheurs ont pris finalement les trois composés phares d'aujourd'hui au niveau des conducteurs solides, c'est-à-dire L-LZO, le grenat, les thiosulfates et le lipone, qui est le conducteur solide qui a été utilisé depuis des années. Ils ont comparé finalement les propriétés physiques de ces matériaux. Comparé au niveau densité, vous apercevez que le lipone ou le garnet ou le grenat ont des densités de 100. Ensuite, si vous comparez finalement au niveau, rappelez-vous, de la résistance de surface, dont je l'ai mentionné la dernière fois, qui est un paramètre clé, eh bien, ils se sont aperçus que finalement le lipone et le thiosulfate avaient, je dirais, des valeurs identiques. Et ensuite, si on compare maintenant, par contre, comme vous pouvez voir ici, je dirais le courant de court-circuit, ou la densité de courant pour laquelle vous allez avoir des dendrites, et vous voyez que le lipone se comporte, je dirais, de façon nettement supérieure au thiosulfate ou au grenat, même voire l'électrolyte liquide. D'où la question que sont posées ces chercheurs, quelle est la différence? Et la différence, eh bien, elle apparaît tout simplement au niveau de la conduction électrique. C'est-à-dire que dans un cas, on a des conductions électriques, dans ce cas je parle bien électrique, pas ionique, de 10-4 à 10-5 par rapport à 10-12 ou 10-15 dans le cas du lipone. D'où l'hypothèse qui a été émise, c'est que finalement, la conduction électronique peut-être jouer un rôle dans la croissance de dendrites, alors que jusque-là, on avait tout simplement oublié ce paramètre. Alors pour tenter, je dirais, d'appuyer leur raisonnement, ils ont fait des mesures de neutrons sur ces composés. Ils ont créé ces hétérostructures dans lesquelles eh bien, ils vont aller voir de façon in situ comment va évoluer la teneur en lithium dans l'électrolyte au fur et à mesure que vous allez polariser tout simplement ces cellules. Vous avez ici la structure et je vous ai mis ici finalement la configuration dans laquelle vous avez le cuivre, l'interface ou le conducteur solide et le lithium. Et on va tout simplement regarder maintenant la distance en allant du cuivre vers le lithium. C'est-à-dire qu'on va polariser, c'est-à-dire qu'on va déposer du lithium sur le cuivre. Et si on fait cela, ou ceux qui l'ont fait, c'est qu'ils sont aperçus que dans le cas du lipone, eh bien, on a vu l'interface relativement propre, c'est-à-dire que finalement, le lithium restait dans un domaine concentré de votre matériau. Par contre, dans le cas du grenat ou des thiosulfates, vous voyez qu'ici, eh bien, on a tout simplement une zone qui s'élargit au fur et à mesure de la polarisation, qui semble indiquer qu'on a tout simplement du lithium en mouvement à l'intérieur de mon électrolyte tout solide, c'est-à-dire formation de clusters de lithium. Alors, une autre manip intéressante, c'est qu'ensuite, ils sont partis en température, ils sont allés à une température de 100 degrés C. Je vous rapporte les résultats ici seulement dans le cas des grenats, où ce qu'on est en train de regarder, c'est la charge cumulée directement en marron déduite par les mesures coulométriques, c'est-à-dire le nombre de coulombs qu'on a mis, le nombre de lithium qu'on a déposé, et en dessous en vert, c'est tout simplement les analyses par neutrons. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, il y a un écart, je dirais, considérable entre ce qu'on escomptait et ce qu'on a obtenu. Eh bien, tout cela veut tout simplement dire qu'il y a tout simplement des dendrites de lithium qui se sont formés à l'intérieur de votre
conducteur tout solide. Et rappelez-vous la dernière fois, je vous avais mentionné que dans les grenats, eh bien, on avait directement cette croissance de dendrite dont on ne savait pas directement quelle était l'origine. Alors, pour aller un peu plus loin, eh bien, ils ont mesuré les conductivités électriques et ils se sont aperçus finalement qu'il y avait une corrélation entre ces mesures et les conductivités électriques. D'où, bilan de ce papier, eh bien, ça veut dire tout simplement que dans le futur, il faudra peut-être faire attention dans le choix de nouveaux électrolytes de considérer la conductivité électronique de ce conducteur ionique. Et c'est la raison pour laquelle il propose juste que les nouveaux conducteurs ioniques doivent avoir bien sûr une bonne conductivité ionique, mais également une conductivité électronique, surtout pas trop élevée, car, je dirais, la dualité d'avoir des ions et des électrons à l'intérieur de mon conducteur ionique pourrait conduire directement à la formation de dendrites. Donc voilà, si je dirais, une autre direction, peut-être dans le futur, pour remédier de façon plus efficace à ces dendrites. Ensuite, eh bien, il y a les chercheurs qui, je dirais, se fatiguent d'aller faire de nouvelles expériences et vont directement essayer de compromettre deux mondes. Et là, on va revenir à ce qu'on connaît depuis pas mal de temps. C'est ce que j'ai appelé l'approche organique-inorganique. D'où maintenant, on a des difficultés tout simplement avec des matériaux tout solides. Eh bien, on va essayer de faire des mélanges avec des polymères et des matériaux inorganiques. Grosso modo, on va reprendre la bonne et vieille école de l'oxyde de polyéthylène, dans lequel maintenant, on va insérer des particules de céramique de conducteurs ioniques. Et là, vous avez une manip dans laquelle, tout simplement, on va construire cette structure nano-architecturée à partir d'un procédé relativement intéressant, dans lequel vous allez mélanger, dans ce cas, les particules de grenat avec directement une suspension d'eau. Vous allez directement, dans ce cas, déposer ça sur une plaque, dont vous allez refroidir un côté de la plaque, ce qui va introduire un gradient de concentration, une cristallisation de la glace, qui va tout simplement aligner les particules céramiques comme indiqué ici. Et ensuite, par une réaction de sublimation et densification, vous obtenez, je dirais, ces structures nano-architecturées que vous allez par la suite remplir avec des polymères. Et dans ce cas, eh bien, on va mettre des polymères classiques, PO, voire des polyéthylènes du PEG, des glycols, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, en jouant par cette astuce, on arrive à augmenter les conductivités ioniques de notre matrice avec, si je regarde le dépôt et le retrait de lithium, avec des comportements, je dirais, plus intéressants ou avec directement ces nouvelles matrices. Donc voilà, si vous voulez, des approches qui sont en cours. Se rapprochant encore plus de ce qui se passe ou ce qu'on a fait, c'est que maintenant, c'est directement une méthode de synthèse qui est utilisée, qui est identique aux batteries PO, où dans ce cas, eh bien, on prend les mêmes composés, le polyéthylène, le perchlorate de lithium, qu'on va mélanger une fois de plus avec des grenats pour obtenir ces feuillets, comme indiqué ici, et ensuite, eh bien, on va tout simplement construire un accumulateur. Et là, vous avez tout simplement une batterie qu'on appelle une batterie tout solide, à base de LFPO4 mélangé avec directement des grenats, dont la performance est à 55 degrés, comme indiqué ici. Et, vous voyez ici, les chercheurs comparent maintenant ce nouveau assemblage, qui est ce qu'on faisait auparavant, dans laquelle, tout simplement, ils ont introduit ces céramiques pour augmenter la conductivité ionique. Vous voyez en bleu les mesures avec le POO, et vous voyez maintenant ce qu'ils peuvent obtenir avec, tout simplement, cette astuce de mélanger un conducteur ionique inorganique et un conducteur ionique polymère. Mais si vous voulez, dans ce cas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On retombe tout simplement dans ce qu'on connaissait depuis 30 ans, qui est la technologie PO. Technologie PO qui avait été développée par Michel Armand, qui était commercialisée par Bolloré, ou qui est en train de commercialiser, ou qui est commercialisée, qui est dans les Blue Cards. Et vous voyez, ce n'est rien d'autre que lithium FeO4, PO, lithium, et cela à 55 degrés. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des recherches innovantes, il y a des recherches tout simplement qui reviennent et qui refont plus ou moins ce qui s'est fait dans 30 ans dans le domaine. Alors voilà où on en est, et il reste malgré tout ce problème de dendrite. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut développer une technologie lithium polymère tout solide, fonctionnant à température ambiante? C'est un rêve de longue durée, et la question que je pose,
ce rêve est-il en train de se réaliser? En effet, il y a une compagnie par le nom de Ionic Materials qui est aux États-Unis, qui prétend, comme vous pouvez le lire ici, avoir fait des trouvailles révolutionnaires au niveau des polymères. Et il possède à ce jour des polymères qui ont des conductivités ioniques de 10-3 à température ambiante, selon une chimie qu'on ne peut pas connaître encore, et par des mécanismes de conduction qui sont totalement différents. Seules des mesures ont été rapportées à différents meetings, et je vous en mets certaines ici, où vous avez dans ce cas les performances des polymères, des batteries basées sur le PO, dont je vous ai mentionné. Vous avez ici les électrolytes liquides, dont on connaît bien pour le lithium-ion, et voilà les performances de ce nouveau matériau magique que j'appellerai Ionic Materials Solid Polymer. Les valeurs ou les mesures qui ont été montrées à partir de ces graphes semblent indiquer effectivement quelque chose d'intéressant. Au niveau des densités, les valeurs sont relativement correctes. Les prévisions, c'est qu'il y a eu des batteries de 2 ampères-heure qui ont été, je dirais, construites, avec, dans ce cas, des densités d'énergie de 280 Wh par kilo. Et il y a des batteries de 60 ampères-heure qui sont en état de démonstration. D'où la question à ce point, c'est que, pour sûr, ces recherches ont suscité un grand intérêt de la part des fabricants, voire des utilisateurs, puisque cette compagnie a déjà levé plus de 106 millions d'euros. En tant que chercheur, je dirais qu'il est trop tôt pour se prononcer sur le futur de cette technologie sans en connaître directement sa chimie. Mais je tenais quand même à vous le mentionner car ça peut être une découverte relativement importante si celle-ci se confirme. D'où, à ce stade, bien, je voudrais directement conclure ce cours sur les électrolytes solides. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'au niveau des électrolytes solides, on a d'excellents candidats en termes de conductivité ionique, que ce soit les thiosulfates ou les oxydes. Il y a bien sûr le problème d'interface, dans lequel il faut stabiliser cette interface. Et à ce jour, je dirais, il n'y a pas de technologie polymère tout solide qui fonctionne à température ambiante. Au niveau des matériaux d'électrode, ce qui est intéressant, c'est que tous les matériaux d'électrode qu'on a développés pour lithium-ion peuvent être utilisés dans le cas des batteries tout solides. Il y a également, au niveau de l'anode de lithium, eh bien, dans ce cas, il y a de nouveau des difficultés qui restent à voir pour maîtriser cette croissance de la SEI. Au niveau des propriétés mécaniques, eh bien, on a vu la dernière fois qu'il y avait directement une problématique très importante associée au changement de volume de ces matériaux lors de la prise ou du retrait de lithium. Et enfin, au niveau du tout solide et des batteries complètes, eh bien, là aussi, à ce jour, seules des batteries fonctionnant à 55 degrés existent. On verra ce qu'en devient de Ionix. Les densités d'énergie et puissance, eh bien, dans ce cas, ne sont pas encore relativement correctes. Et finalement, j'espère que vous avez compris, c'est que des challenges énormes demeurent au niveau de la maîtrise de l'anode de lithium, au niveau de la capacité de ces cellules, et surtout de trouver des moyens de pouvoir cycler ces batteries sans pression. Donc voilà, si vous voulez, ce que je peux vous dire sur cette technologie tout solide qui est en train, je dirais, d'exciter pas mal les industriels et également les chercheurs au travers de leurs laboratoires dans le monde. Tout cela va me permettre de conclure sur le tout solide et passer finalement maintenant au système redox flow. C'est-à-dire qu'on va évoluer, je dirais, on va évoluer de 180 degrés parce que maintenant on va passer du tout solide à du tout liquide. Et on va voir finalement qu'est-ce qu'il y en a également dans ce domaine où il y a également énormément de recherches. Alors tout d'abord, c'est quoi une batterie à flux circulant ou une batterie redox flow? Mais je dirais tout simplement que c'est un système électrochimique capable, comme les batteries ou les piles à combustible, de transformer de l'énergie chimique en énergie électrique, avec des ressemblances au niveau des batteries et également des ressemblages au niveau des piles à combustible. Au niveau des batteries, pour la bonne et simple raison, c'est que le système est réversible, et au niveau de la pile à combustible, c'est qu'on va utiliser directement des fluides ou des flux. Alors ces batteries à flux circulant, là aussi, il faut bien réaliser qu'elles ne sont pas nouvelles. Si on regarde l'histoire, eh bien, je dirais elles sont vieilles de plus d'un siècle. En effet, la première batterie à flux circulant date des années 1842, comme indiqué ici, qui avait été développée par ce gentleman Poggendorf,
et qui était basé sur une technologie de bichromate. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on utilisait tout simplement une anode de zinc plongée d'acide sulfurique à l'électrode négative et à l'électrode positive. Eh bien, on avait tout simplement une solution de dichromate de potassium qui était en contact avec tout simplement une électrode de carbone. Et pour cela, un potentiel de 2 volts. Cependant, cet accumulateur ne fonctionnait pas correctement dû à des problèmes de polarisation entre électrodes positives et électrodes négatives. Et c'est là qu'un chercheur, par le nom de Camacho, a directement décidé de faire tout simplement un fluide circulant. Et comme on peut voir ici, il a directement placé ces différentes cellules sur les gradins d'un escalier, dans lequel il fait directement circuler ces solutions de dichromate, et une batterie étant reliée à l'autre par un siphon. Et lorsque, bien sûr, toute la solution est utilisée, il nettoie tout simplement avec une solution d'eau comme d'eau. Donc voilà directement le premier rapport, si je peux dire, sur l'utilisation de flux circulants dans les batteries redox flow. Ensuite, ça, je dirais, c'est tout simplement, ça a lieu directement aux découvertes de ces systèmes à flux circulants. Les premières utilisations, elles sont arrivées, je dirais, 40 ou 50 ans plus tard, et elles furent l'œuvre de cet aéronaute Charles Renard, qui vivait d'ailleurs à Boulogne-Billancourt, qui a construit le premier dirigeable qu'il a nommé la France. Ce premier dirigeable avait des hélices qui étaient, dans ce cas, activées par un moteur électrique, celui-ci étant tout simplement activé par des batteries zinc chlorure. Vous voyez que les batteries à flux circulant ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles datent directement entre les années 1840 et 1880. D'où, maintenant, on va voir un peu plus en détail de quoi il s'agit et de quel système on regarde. Alors, si on compare cette batterie à flux circulant au redox flow, que j'appelle depuis maintenant, aux batteries classiques, et je dirais que l'une, les batteries classiques, c'est statique, et l'autre, c'est dynamique. Dynamique, pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, eh bien, on va avoir des électrodes qui ne vont pas être solides, mais liquides, et ces électrodes vont tout simplement être circulées dans les différents compartiments que vous voyez ici. Raison pour laquelle on ne parlera plus maintenant d'électrodes positives et d'électrodes négatives, on parlera de catholytes et d'anolithes. Et l'avantage de ces systèmes, eh bien, comme on va le voir par la suite, c'est de pouvoir découpler énergie, autonomie et puissance. Comment? Si je regarde le cas des batteries classiques, vous savez que là aussi, on a le compromis entre puissance et autonomie. Si je veux un accumulateur avec une plus grande autonomie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter tout simplement l'épaisseur de l'électrode. Et je vais le faire, mais automatiquement, aux dépens de la puissance. Par contre, si maintenant je regarde les systèmes redox flow, eh bien, si je veux augmenter l'énergie, bien là, c'est relativement simple. Je vais tout simplement augmenter la taille et le nombre de réservoirs. Et vous voyez qu'en ce cas, je peux augmenter la puissance ou augmenter l'énergie sans que la puissance soit compromise. Maintenant, si je veux augmenter la puissance, bien, je peux garder directement les mêmes containers. Par contre, je vais jouer sur tout simplement la configuration de ma cellule active ici. D'où ça tout simplement indique le caractère modulaire de ce type de technologie comme indiqué ici. Ensuite, eh bien, si on regarde ou si on compare avec les piles à combustible, avec la pile combustible, je dirais, on a dans ce cas des systèmes avec des flux, et ce qui va changer par rapport aux batteries et aux piles à combustible ou au système redox flow, ce sont les métriques. Ou dans ce cas, eh bien, on aura souvent la tension en fonction de la densité au courant, ou on aura également la puissance en fonction de la densité au courant. Et la figure de mérite dans ces systèmes, comme vous allez voir par la suite, ça sera directement la puissance qui, par exemple, dans le cas d'une pile à combustible, est aux alentours de 1 watt par centimètre carré. Donc voilà, si vous voulez, les métriques là-dessus. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a dans une pile ou une batterie redox flow? Quels sont les différents ingrédients et sur quoi il va falloir travailler? Donc je vais reprendre directement ce transparent et vous montrer ce qui se passe. Alors tout d'abord, il va y avoir, comme vous pouvez voir ici, les réservoirs. Parce que dans ce cas, eh bien,
l'énergie chimique va être convertie en énergie électrique via des couples redox, qui vont être des couples redox en solution, et la plupart du temps des couples cationiques. D'où par conséquent, vous allez avoir dans ce cas des sels qu'on va mettre en solution, des électrolytes de support, voire des solvants. Ensuite, les réactions qui vont se passer, c'est de simples réactions redox qui vont avoir lieu en tandem, comme dans le cas d'un simple accumulateur électrochimique. Si on regarde maintenant ce qui se passe plus au niveau du cœur, eh bien on a tout simplement une membrane. Et cette membrane est vraiment l'essentiel de ces piles redox flow, car c'est elle qui va jouer un rôle très spécial dans, je dirais, le développement de ces réactions, mais également dans le transfert d'ions. Et pour ce faire, eh bien, on va avoir le réacteur. Vous avez les différents éléments indiqués ici, qu'on va regarder en détail par la suite. Et voilà cette fameuse membrane, dont le rôle va être de pouvoir laisser passer les ions pour faire en sorte que, finalement, il y ait une neutralité électrochimique de chaque comportement de l'accumulateur. Et bien sûr, garder les deux couples électrochimiques séparés pour que les réactions se produisent et qu'on récupère correctement les électrons. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on va regarder. Ensuite, il y a, bien sûr, les électrodes. Les électrodes, il va y avoir ce que j'appellerais, dans ce cas, qui vont être directement la plaque, je dirais, d'écoulement, avec ces différents zigzags, mais surtout, vous allez avoir des électrodes poreuses avec des tissus de carbone pour générer, je dirais, ces réactions, ces contacts, ces transferts à la surface. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il va falloir regarder la fonctionnalité de ces carbones, les groupes de surface, pour avoir des rendements énergétiques relativement corrects. Donc voilà, si vous voulez, ce que comprennent ces systèmes. Alors la plupart de ces systèmes sont des systèmes qui vont évoluer en milieu aqueux. D'où, dans ce cas, on va de nouveau regarder tous les différents couples électrochimiques qu'il peut y avoir. Puisqu'on est en milieu aqueux, il va y avoir, comme toujours, les problèmes d'oxydation et de réduction de l'eau, comme indiqué ici. Et on peut voir, finalement, les différents potentiels ou les différents standards, les potentiels standards des différents couples, comme indiqué. Alors, ce qui est très important, c'est que ces systèmes redox flow reposent sur des réactions de cations. Et la plupart de ces systèmes vont évoluer en milieu acide. Pour la bonne et simple raison que si vous évoluez en milieu basique, vous allez avoir des précipitations et dans ce cas, vos systèmes ne fonctionneront point. Et on reviendra sur ce point par la suite. D'où, voilà directement les différents couples qu'on va pouvoir utiliser. Et pour faire des systèmes redox flow, on va marier différents de ces couples. Vous avez ici le couple vanadium, le couple directement chrome, le couple zinc, et ainsi de suite. Je vous fais une liste des différents systèmes qu'on va utiliser, qu'on va regarder. Et dans ce cas, vous voyez qu'on a les systèmes fer-chrome, avec ici les différentes sortes d'électrolytes, et ici les différentes sortes de membranes. Et regardez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a, je dirais, plus ou moins qu'une sorte de membrane, qui est du naphion. Et la membrane, par elle-même, va certainement rendre compte pour environ 30% ou 40% du coût de cette batterie redox flow. Donc ces différents systèmes, certains sont avancés, et le système qui est le plus utilisé aujourd'hui, ou le plus étudié, est le système vanadium. Ces systèmes, ils reposent sur les couples V4+, V5+, qui proviennent directement de VO2+, et VO2+, avec le V2+3 et V2 et V3+, ici. D'où là, voilà la courbe, je dirais, électrochimique de cyclovoltammétrie, dans lequel vous voyez que le potentiel de cet accumulateur est aux alentours de 1,3 volts. Vous trouvez ici les deux couples redox qui sont indiqués, lors de la charge et lors de la décharge. Et on peut, dans ce cas, eh bien, obtenir des systèmes dont vous voyez déjà les valeurs qui ne sont pas géniales du tout en termes d'énergie spécifique de 15 à 25 Wh par kilo ou de densité énergie qui sont de 20 à 30 Wh par litre. Et ça va être un problème majeur. Et malgré cela, il y a pas mal de travaux aujourd'hui dans lesquels il y a des démonstrateurs qui existent pour l'utilisation de ces systèmes avec directement les systèmes au vanadium, notamment au Japon. Mais là aussi, vous voyez que les coûts
sont aux alentours de 300 à 400 € par kWh. Et je mentionnerai que dans le cas du lithium-ion, au jour d'aujourd'hui, où on tend vers des coûts de 100 à 150 dans 5 ou 6 ans. D'autres systèmes qui ont été étudiés, c'est les systèmes Zembron, où dans ce cas, les réactions électrochimiques sont indiquées ici. On a des potentiels de 1,8 volts. On augmente un peu, dans ce cas, les densités volumétriques. Les avantages, eh bien, dans ce cas, c'est que pour une fois, on a une membrane poreuse qui n'est pas du naphthion, mais plutôt du membrane polypropylène. Dans les inconvénients, c'est qu'on a la toxicité du bouffe, l'aspect corrosif. Et là aussi, puisqu'on a du zinc, eh bien, on est toujours limité par les problèmes de dendrite, raison pour laquelle il faut faire des décharges en des temps, je dirais, inférieurs à 4 jours. Là aussi, il y a certains démonstrateurs qui existent, et voilà lister les compagnies qui s'occupent de tout ça. Alors, ensuite, eh bien, une autre technologie qui est étudiée pas mal, c'est la technologie redox flow polysulfure brome, qui est basée sur la réaction indiquée ici, avec des potentiels de 1,35 volts, où, dans ce cas, eh bien, on a un avantage qui est tout simplement, on a des réactions relativement très rapides, c'est-à-dire qu'on peut basculer la charge et la décharge en alentour de 0,1 seconde. Les inconvénients, c'est qu'il y a un entretien intense. L'efficacité énergétique, dont je l'ai mentionné, elle est relativement faible, inférieure à 75%, mais là aussi, il y a encore pas mal d'acteurs. D'où, c'est pour vous dire qu'il y a pas mal d'activités dans ce domaine. Les activités, comme je vous l'ai montré, elles sont liées au fait qu'on voudrait utiliser ces systèmes à flux circulant pour toutes les applications grilles ou réseau, avec peut-être dans le futur des espérances au niveau de la mobilité électrique, voire du résidentiel. Mais le problème dans tout cela, le coût, c'est le nerf de la guerre. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on arrivera à contrôler ce coût pour faire en sorte que cette technologie puisse apparaître et être viable dans le futur? Et bien sûr, c'est un peu tout ce que je vais maintenant essayer de m'intéresser et de vous montrer quelles sont les recherches qui se font pour tenter de diminuer ce coût. Ce transparent résume un peu les différentes technologies dont j'ai mentionnées, avec l'état d'avancement. Et vous voyez que les 3 technologies dont j'ai mentionnées, au vanadium, au brome et au soufre, sont indiquées ici. Mais, une fois de plus, je dirais la problématique essentielle, c'est d'abord les performances. Regardez, on est au maximum, je dirais, à 50 Wh par litre. Vous comparez au lithium-ion, on est aujourd'hui à 600, 650. Et de nouveau en termes de coût. Et ces systèmes ont été survendus pour le fait qu'ils pouvaient permettre du stockage électrochimique à relativement bas coût. Au jour d'aujourd'hui, on est aux alentours de 350 € et ça sera difficile de descendre beaucoup plus. D'où par conséquent, comment pouvons-nous faire pour abaisser ces coûts? Eh bien, là aussi, je vais revenir tout simplement au système redox flow et vous montrer finalement quelles sont les origines de ces coûts et où est-ce qu'il va falloir travailler. Si on regarde l'origine de ces coûts, eh bien, voilà directement ce qu'on voudrait avoir pour tenter finalement de dépasser les batteries à ion lithium. Il y a bien sûr le réacteur, mais bon, ça c'est pas mon domaine, on ne va pas regarder là-dedans. Par contre, il y a tout l'aspect électrolyte, c'est-à-dire qu'il va y avoir les sels, les solvants, toutes les espèces actives pour, bien sûr, produire cette énergie. Il va également avoir tous, je dirais, les systèmes environnants et les coûts d'amortissement. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est bien sûr cet aspect, ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire l'électrolyte, les membranes et les différents solvants ou supports. D'où par conséquent, il va y avoir des choix à faire. Ces choix vont être au niveau des matériaux actifs, au niveau des membranes, vous allez voir que là aussi il peut y avoir de l'innovation, un peu également au niveau des électrolytes supports. Et pour tenter d'apporter une réponse à ce problème de coût, eh bien, de nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître. Il va y avoir les batteries lithium-ion, sodium-ion, redox flow. Il va y avoir les batteries lithium-métal avec des électrolytes aqueux, avec également des électrolytes organiques. Il va y avoir des batteries redox flow tout organiques et ainsi de suite. D'où il y a un domaine, je dirais, très large qui reste à explorer et qui est exploré ces jours-ci. Alors on va commencer tout d'abord par les innovations au niveau du concept de ces batteries redox flow. Alors la batterie classique a été étudiée pendant des années
c'est cette fameuse batterie au vanadium, comme indiqué ici. Mais il y a de cela, je dirais, 7 à 8 ans, il y a eu des recherches très, très innovantes au MIT, où finalement des chercheurs ont décidé de remplacer l'électrolyte liquide par une suspension ou une encre. Ça veut dire qu'en ce cas, c'est tout simplement un liquide très visqueux dans lequel vous avez un mélange de solvants plus de particules qui sont les matériaux d'électrode qu'on utilise dans le cas des batteries à ion lithium, comme indiqué ici, soit du lithium cobalt-oxyde, soit tout simplement du carbone, voire des titanates. D'où on va avoir ce genre de système. Vous avez ici les encres qui sont utilisées, et maintenant, on va tout simplement faire passer, pomper des encres à l'intérieur de ce système en créant, je dirais, des difficultés au niveau des membranes et bien sûr l'importance de la viscosité. Et voilà directement un dispositif qui a été directement mis au point pour faire ce genre de recherche. Le bilan de tout ça, eh bien effectivement, si on regarde en termes de densité d'énergie, je dirais que c'est très encourageant, puisque bien sûr, en passant dans le système au lithium, on a multiplié le potentiel par 3, et on passe de 25 à 35 à 85 à 90 Wh par kilo. C'est bien. Difficulté essentielle, je dirais. On est en train toujours d'utiliser nos électrolytes liquides, et je rappellerai que lithium PF6, c'est la partie la plus coûteuse des technologies à ion lithium. D'où par conséquent, c'était, je dirais, une bonne direction ou une bonne initiative, mais en termes de coût, eh bien, elle n'a pas de fin. D'où par conséquent, pour poursuivre dans le même concept, il y a eu, je dirais, toute une ruée vers l'utilisation du même concept, c'est-à-dire de ces batteries semi-solides. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a des particules inorganiques dans un liquide, où je vous trace ici le potentiel en fonction du pH et en fonction des différents matériaux. Où maintenant, eh bien, on va tout simplement essayer de repasser des électrolytes non aqueux à des électrolytes aqueux pour avoir un avantage au niveau coût. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir, je dirais, d'énormes systèmes, beaucoup de systèmes qui ont été développés. Vous avez des systèmes dans lesquels vous avez le spinel, vous avez des spinels lithium TiPo4 2 fois, et ainsi de suite. Là aussi, maintenant, on retombe dans les travers qu'on avait au départ, c'est-à-dire que le potentiel n'est plus là. D'où, de nouveau, on va être pénalisé fortement en termes de densité d'énergie. D'où, qu'est-ce qui reste comme solution? Mélangeons les deux. Et ça, c'est tout simplement le cas où on va faire tout simplement, on va garder une électron négative de lithium, avec notre électrolyte lithium, on va faire deux compartiments, et effectivement, dans ce cas, on va avoir de l'aqueux avec des composés lithium, d'où on pourra avoir 3 ou 4 volts. Tout ça est génial, excepte que maintenant, on a besoin d'une membrane céramique pour séparer les deux compartiments. Et à ce jour, bien, les membranes céramiques qu'on a, ce sont les fameux conducteurs ioniques que je vous ai mentionné auparavant. Eh bien, elles n'ont pas de conductivité ionique suffisante et surtout, la plupart d'entre elles ne sont pas stables dans ces milieux aqueux, raison pour laquelle on a cette membrane Wara qui est un phosphate, mais là aussi, c'est des membranes qui à ce jour sont, je dirais, très cassantes et coûtent une fortune. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se passe. Alors, d'autres innovations ont apparu, et une aussi que je trouve relativement intéressante, c'est l'œuvre de John Goodenough, qui a fait, je dirais, le constat suivant, c'est que tout simplement, si je reprends mon diagramme directement de Pourbet, ou de potentiel pH comme indiqué ici, eh bien, on peut, en gardant une électron négative, par exemple, utiliser l'hydroxyde nickel et faire, comme auparavant, une batterie semi-solide au lithium. D'où ça, c'est bon, avec la différence, c'est qu'on a encore cette fameuse encre qui va entraîner des difficultés. Et l'idée qu'a eu Goodenough, c'est tout simplement dans ce cas, bien de prendre un composé qui soit soluble en milieu aqueux, dont le potentiel est relativement élevé. Et pour ce faire, bien, il a directement regardé tous les couples qui existaient, et parmi ces couples, vous voyez qu'un relativement intéressant, c'est le ferrocyanure indiqué ici. Et là, on a tout simplement un couple redox basé sur le fer qui va pouvoir être utilisé comme matériau d'électrode positif. Et les avantages sont considérables, puisque maintenant je n'ai plus un matériau solide qui est un matériau d'intercalation,
d'où je ne vais plus avoir les limitations associées à cela. J'aurai également dans ce système aqueux une diffusion beaucoup plus importante de lithium et beaucoup d'avantages également en termes de membrane où la contamination à travers les membranes sera moindre. Donc voilà, si vous voulez, cette idée qui a été développée. Et bien, voilà cette idée qui a été mise en place avec, toujours pareil, la difficulté, c'est qu'on est toujours en train d'utiliser une membrane OARA comme indiqué ici. On a, dans ce cas, un potentiel de 3,5 volts, une efficacité coulombique de 98,6% et une power densité de 12,5 MW par centimètre carré. Donc voilà un système qui est relativement intéressant, mais d'une fois de plus, d'un point de vue, je dirais, économique, on est toujours avec une électrode de lithium à la négative et, de nouveau, une membrane céramique qui coûte relativement cher. D'où, question, est-ce qu'on peut aller plus loin et réellement diminuer le coût de ces systèmes redox flow? Alors, pour diminuer le coût, je vous ai mentionné tout simplement que la membrane était la partie qui était la plus chère de cet accumulateur. Donc, par conséquent, la question, est-ce qu'on peut être astucieux au niveau de la membrane ou est-ce qu'on peut supprimer la membrane? Mais je vais vous montrer que les deux sont possibles avec des résultats relativement intéressants. La première possibilité eh bien, est une possibilité qui est indiquée ici. Ça, c'est des points peut-être que vous n'avez pas vus, mais lorsque vous utilisez ce système redox flow, eh bien, je vais avoir deux paires qui sont cationiques, anioniques. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, je vais être obligé d'avoir une membrane qui va être une membrane soit échangeuse de cations, soit échangeuse d'anions, si mes deux paires sont des cations, et vice-versa. Par contre, si je veux faire maintenant un mélange de deux paires cationiques et de paires anioniques, je suis en difficulté. Et l'idée que certains chercheurs ont eue, c'est qu'une idée qui provient tout simplement classique de l'électrodialyse. Si vous prenez le cas de l'électrodialyse, pour le pouvoir ici, vous avez ici des plaques d'électrodialyse, dans lesquelles, dans ce cas, ces techniques sont basées sur la migration ionique sous un champ électrique. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ici? On peut voir qu'on peut directement, par cette électrodialyse, bien purifier de l'eau, par exemple, et on peut récupérer des déchets, et on peut également produire de la soude, et ainsi de suite, par ce procédé. Et par conséquent, eh bien, on va essayer d'appliquer le même concept dans le cas de système redox flow. Et vous avez ici un système redox flow dans lequel vous allez avoir deux ou trois membranes et deux ou trois types d'électrolytes. Et la question, vous pouvez demander à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais vous allez voir que grâce à cette astuce, eh bien, on va pouvoir explorer en milieu aqueux une plus large gamme de potentiels. En effet, si maintenant je peux séparer mon système et travailler d'un côté un milieu acide et l'autre un milieu basique, vous voyez déjà que je peux élargir mon potentiel thermodynamique de l'eau. Je peux aller à 2,06 volts. D'où par conséquent, eh bien dans ce cas, on a toute une sorte de possibilité pour faire des couplages qui, jusque-là, n'étaient pas possibles. Vous avez dans le cas des systèmes dans lesquels vous avez des membranes anioniques, des membranes cationiques, et maintenant, si j'utilise mon troisième électrolyte, eh bien, je vais pouvoir tout simplement travailler milieu acide d'un côté et milieu basique de l'autre. Et c'est ainsi que je vais pouvoir tout simplement, dans ce cas, utiliser le couple zinc basique avec maintenant le couple cérium acide. Et je fais ça, eh bien, je peux directement maintenant avoir un potentiel de 3,08 volts. D'où, voilà directement ce que les chercheurs ont récemment démontré, la possibilité d'avoir des systèmes redox flow en milieu aqueux avec des potentiels de 3,08 volts et en utilisant des membranes qui sont relativement peu coûteuses puisque c'est directement des membranes commerciales et utilisées dans de nouveaux domaines. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir, comme vous pouvez voir ici, différentes sortes de systèmes. Je vous ai mentionné le système qui a été fabriqué, qui est le système zinc-cérium, dans lequel vous avez un potentiel de 3,1 volts, et vous voyez dans ce cas les efficacités coulombiques et l'efficacité énergétique. On peut également faire la même chose et faire des systèmes fer-soufre, et je vous représente ici les performances de ces systèmes. Donc voilà ce qui peut se faire au niveau, je dirais, de membrane, d'innovation au niveau de la membrane, en prenant des membranes identiques à l'électrodialyse. Alors maintenant la question, est-ce que l'on peut faire directement des systèmes sans membrane? Et on va voir que là aussi, eh bien, ces systèmes existent, et ils ne sont pas nouveaux, ils existent depuis une dizaine d'années,
Et le premier système qu'on va voir, c'est un système classique, c'est le système directement au plomb. Ce système au plomb, eh bien, voilà directement la batterie redox flow qui vous est montrée, où on va utiliser dans ce cas eh bien, du méthanosulfonate de plomb ou de l'acide métasulfonique, ou ce qu'on va faire, lorsqu'on va charger la batterie, eh bien, on va déposer tout simplement le plomb sur l'électrode négative et PbO2 sur l'électrode positive, et lorsqu'on va directement décharger, eh bien, on va dissoudre directement ces deux espèces. Et on a les réactions électrochimiques ici. Vous pouvez voir ici que ce n'est pas du tout d'ailleurs les réactions que vous avez dans les accumulateurs au plomb, pour la bonne et simple raison, c'est que vous n'aurez pas directement la participation de l'acide sulfurique. Eh bien, grâce à cela, eh bien, on a des systèmes qui peuvent opérer sans membrane, avec une meilleure efficacité énergétique. Il n'y a pas de contamination, bien sûr, au travers de la membrane, et je dirais que dans ce cas, eh bien, l'électrolyte, qui est dans ce cas l'acide métasulfonique, est moins risqué d'un point de vue environnemental que l'acide sulfurique. Et on obtient, bon, l'inconvénient, c'est qu'on a une large polarisation et une autodécharge plus élevée. Ce concept a été, je dirais, étendu il y a de cela 2 ou 3 ans, en travaillant sur les systèmes, les polysulfures, où, dans ce cas, eh bien, un groupe a tout simplement essayé de supprimer la membrane en passivant l'électrode de lithium. Et vous voyez qu'en ce cas, de nouveau, ça c'était relativement bien connu, en présence de nitrate de lithium, on peut passiver la surface de lithium et ainsi empêcher les navettes redox dans ces systèmes. D'où, c'est l'astuce que ces chercheurs ont employée. Et ensuite, pour ne pas bien sûr précipiter les différents polysulfures, notamment lithium-2S2 et lithium-2S, qui pourraient bloquer l'électrode, eh bien, dans ce cas, ils ont tout simplement cyclé entre des potentiels de 2,25 et 2,8 volts. Voilà les résultats obtenus, relativement prometteurs, tant au niveau de la densité énergétique que la densité volumique. Voilà ce que les chercheurs peuvent prétendre. Bon, tout ça, c'est très intéressant, mais ça n'a jamais été testé dans des systèmes réels et jamais été testé, je dirais, en dynamique. Tout ça, ça a été fait sur des piles de boutons, je dirais, en statique. D'où ça demande à être confirmé. Enfin, toujours poursuivant dans le cas des systèmes, je dirais, sans membrane, bien maintenant, on va voir des innovations qui se font, basées finalement sur des observations de la nature. Et c'est le cas, par exemple, si vous regardez finalement les 2 rivières, à Manaus, qui se jettent dans l'océan Atlantique, vous avez le Rio Negro et le Rio Solimones. Vous voyez que ces 2 fleuves sont totalement différents. Vous avez de l'un une eau claire, de l'autre une eau boueuse. Et vous pouvez regarder les traînées sur des kilomètres avant directement de rentrer, de jeter dans l'océan. Et là, bien sûr, vous avez tout simplement le compromis entre directement un flux laminaire et la diffusion qu'il va y avoir des espèces entre ces 2 liquides. D'où l'idée des chercheurs, ça a été d'utiliser maintenant la microfluidique pour avoir ces flux laminaires et faire en sorte de pouvoir directement capter l'énergie associée à ces différents flux. Vous avez ici des expériences dans lesquelles on utilise du lithium FePO4 et du lithium 4I512. Vous avez une cellule dans laquelle vous avez tout simplement 2 channels ou 2 tuyaux sur lesquels on va directement infiltrer ces 2 solutions. Et vous avez un microscope optique qui vous permet de voir que finalement ces 2 flux ne se mélangent pas. Bon, ça, c'est juste, je dirais, un principe de démonstration, mais si on regarde de plus près, eh bien, on s'aperçoit quand même qu'après des centaines de cycles, il va y avoir quand même une contamination de ces 2 flux. D'où l'idée qui a suivi, ça a été directement de faire un système avec, dans ce cas, 3 flux, dans lequel maintenant vous avez votre matériau actif, catholyte, anolyte, et un électrolyte qui va tout simplement séparer les 2 compartiments. Et grâce à cela, eh bien, on peut effectivement, dans ce cas, avoir et obtenir une activité électrochimique de tous ces systèmes. Donc voilà, je dirais, ces nouveautés qui se font. Alors tout cela, eh bien, ça peut conduire, si je peux dire, à certaines applications. Et parmi ces applications, eh bien, il y a cette annonce, je dirais, cette démonstration qui a été faite au Salon de Genève en 2014, où un groupe, par le nom de Nanoflow, et d'une compagnie qui prétend avoir fait une batterie
basé sur cette microfluidique et également promis de construire une voiture basée sur ce principe qui est, vous avez directement la Quant Sport Limousine, avec les puissances indiquées ici, qui sont relativement spectaculaires. C'est des chiffres astronomiques, mais là aussi c'est encore un miracle, on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'où ma question est, c'est bien beau, mais on attend toujours la suite. Donc voilà directement, là aussi, le monde des batteries, où il y a beaucoup d'annonces dans lesquelles vraiment il faut arriver à peser ce qui se passe ou pas. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire pour sortir les membranes. Et enfin, le dernier point que je voudrais couvrir, maintenant, c'est qu'on a parlé beaucoup des différents réactifs à l'intérieur de cet accumulateur, mais on n'a pas encore parlé finalement des conteneurs. Et la question, c'est que si maintenant on veut avoir un coût moindre, ça serait d'avoir finalement une énergie beaucoup plus grande. Donc comment tirer parti de ces conteneurs? Eh bien, c'est ce que je vous montrais, ce qu'on peut faire maintenant, ou ce que les chercheurs ont fait pour faire cela. Eh bien, on va dans ce cas, tout simplement, utiliser ce qu'on appelle des couples redox médiateurs. C'est-à-dire, bon, dans le cas des redox flow semi-solides, bien, comme je vous l'ai mentionné, il y a le problème de toutes ces encres qui sont tout simplement relativement difficiles à faire circuler. D'où par conséquent, la question, pourquoi ne pas laisser directement les encres dans les conteneurs, pas les faire circuler, et faire circuler directement un flux transporteur. C'est-à-dire que dans ce cas, il faut tout simplement déterminer, trouver des molécules qui peuvent jouer le rôle de redox médiateur. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, il faut trouver des couples de molécules qui puissent, dont le potentiel, redox, va chevaucher le potentiel de votre matériau d'intercalation. Par exemple, si je veux directement travailler avec lithium FePO4, eh bien, dans ce cas, je peux prendre le ferrocène ferrocinium, dans lequel lithium FeO4 est de 3,45, et j'aurai ferrocène ferrocinium 3,7, 3,2. Donc par conséquent, je pourrais oxyder ou réduire. Je peux également faire la même chose, comme vous pouvez voir ici, du côté de la négative, dans le cas de TiO2, pour soit l'oxyder, soit le réduire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, durant la charge ou la décharge, eh bien, durant la charge, vous voyez qu'en ce cas, vous allez avoir tout simplement, eh bien, si on regarde dans les réservoirs, vous allez avoir une oxydation du lithium FeO4 par le ferrocinium, et il va réagir dans votre cellule. Et la même chose, à l'opposé, dans ce cas, vous allez avoir une réduction de TiO2 en lithium TiO2, et durant la décharge, vous allez avoir les réactions opposées. D'où, voilà directement ce que l'on peut faire. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est beau, c'est élégant, mais effectivement, ça complique sérieusement le problème pour tout simplement s'affranchir des encres, puisqu'il faut que vous alliez chercher directement 2 molécules redox pour chaque composé d'intercalation. Ce qui fait que dans votre système, ça vous fait 4 molécules redox pour 2 composés d'intercalation. Donc bien sûr la question, est-ce que l'on peut simplifier cela? Eh bien, on peut simplifier cela en prenant tout simplement des molécules qui peuvent directement agir soit comme élément redox, soit comme élément oxydant. Et il y a de ces molécules, et l'une de ces molécules est une que vous connaissez relativement bien, que vous avez certainement utilisée fréquemment en chimie, qui est tout simplement l'iodure de lithium. L'iodure de lithium a la propriété que ce composé a 2 vagues d'oxydation et de réduction. Vague d'oxydation, comme indiqué ici, avec, dans ce cas, I3-, I2 ou I-, I3-. Et vous voyez que ces 2 vagues sont séparées de 3,15 volts à 3,70 volts. Donc par conséquent, si maintenant je veux utiliser mon matériau LiFePO4, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, LiFePO4 se trouve parfaitement entre ces 2 vagues. Ça veut dire que ces couples redox sont en train de chevaucher directement le couple redox de lithium FeO4. Et en effet, si maintenant je prépare un accumulateur dans lequel je mets l'iodure lithium plus lithium FeO4, je vais obtenir ce cyclovoltammogramme. Vous voyez ici, en noir, c'est directement ce que j'avais au-dessus, rien d'autre. Par contre, maintenant, vous apercevez, avec présence sur lithium FeO4, vous avez 2 plateaux qui indiquent simplement, dans ce cas, qu'on a bien directement l'oxydation et la réduction de lithium FeO4. Vous voyez qu'en ce cas, que le pic que j'ai dans mon cyclovoltammétrie devient maintenant une vague ou 2 vagues dans mon cyclovoltammogramme
qui indique bien que j'ai fait l'injection d'électrons de façon réversible dans lithium FeO4. Donc voilà directement quelque chose qui est relativement intéressant. Dans ce cas, notez que je vais utiliser toujours du lithium. Et enfin, vous allez me dire, bon, pourquoi tout cela? À quoi ça sert? Quel est l'avantage? Bien, l'avantage est indiqué ici. Vous avez tout simplement le potentiel pour l'iodure de lithium par cette courbe. Maintenant, je regarde le mélange lithium-iodure plus lithium-FeO4. Et vous voyez dans ce cas que la capacité est augmentée en raison de l'apport de lithium-FeO4. Donc ça veut dire qu'en ce cas, j'ai une capacité supérieure, d'abord de ma molécule redox, plus de mon composé d'intercalation que je mets à l'intérieur. Vous voyez qu'en ce cas, la JTT, ça montre, dans ce cas où je voulais mentionner qu'on a une chute topique relativement importante, les réactions qui ont lieu à la cellule et dans le réservoir sont indiquées ici. C'est des réactions d'oxydoréduction couplées relativement classiques. Et voilà directement les performances que vous obtenez avec, je dirais, des densités volumiques ou densités de puissance comme indiqué ici, et avec ici une très bonne, je dirais, tenue en séclage et relativement bon potentiel. D'où ce genre de système eh bien, peut atteindre des énergies volumiques de 600 Wh par litre, qui est 10 fois supérieur au système de nouveau vanadium, de bonne performance de séclage, bonne puissance, mais qui est quand même inférieure aux batteries vanadium redox flow. Et dans ce cas, eh bien, il y a toujours quand même les problèmes de membrane, parce que n'oubliez pas que j'ai toujours ma membrane céramique, puisque j'ai avec du lithium. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur tous ces systèmes redox flow. Et je poursuivrai la prochaine fois en vous montrant tout ce qui arrive dans le domaine de l'organique ou des systèmes redox flow avec des matériaux organiques et des couplages organiques polymères. D'où, avec ça, eh bien, je vous remercie pour votre attention.